Bonjour à tous et bienvenue à Créer en ondes. Je suis Laurence Elage, coproductrice du Gala Influence Création et animatrice du podcast. Aujourd'hui, on reçoit Nathalie Lévesque. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurence. Bien, ça me fait plaisir que tu sois en studio avec nous aujourd'hui. Oui, moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Puis, en fait, c'est super intéressant ce qu'on va parler aujourd'hui. On va vraiment parler de marketing d'influence, mais d'un point de vue académique marketing. On peut dire ça de même. Oui. Fait qu'avant d'arriver dans le vif du sujet, peux-tu nous présenter un peu c'est quoi ton background? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es intéressée à ça? Vas-y. OK. Bien, en fait, moi, j'ai fait un bac en communication à l'Université de Montréal. Puis là, je trouvais qu'il me manquait un peu d'outils dans mon coffre. Fait que je me suis dit, je vais faire une maîtrise en marketing à l'ESG-UQAM. Puis après ça, je m'étais dit, bon, c'est assez les études. Mais bon, je me suis laissée prendre au jeu. Puis j'aime vraiment beaucoup la recherche. Puis j'adore enseigner. Donc, pour moi, ça a été naturel que je suis allée vers le doctorat. Alors, j'ai fait un doctorat en sciences de l'administration à l'Université Laval, profil marketing. OK. Et, en fait, toute ma thèse tourne autour du marketing d'influence, des influenceurs et surtout de l'engagement des abonnés envers les influenceurs. Puis là, suite à quoi, je pense, tu as développé même un outil de mesure. Oui, c'est ça. En fait, c'est que j'ai toujours été fascinée par les marques. OK. Puis là, je trouvais que ça avait été déjà pas mal étudié. Fait que je me suis dit, je vais étudier la marque humaine. Fait que j'ai fait une revue de la littérature sur les différentes marques humaines qui avaient été étudiées dans les dernières années par les chercheurs. Puis, ça disait que c'était les influenceurs qui étaient les plus étudiés depuis 2017. Donc, je me suis dit, c'est parfait, je vais étudier les influenceurs. Puis, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils de mesure. Tu sais, là, on en parle un peu plus. Moi, j'ai gradué en 2022, mais quand j'ai commencé mon doc en 2016, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Puis, il y avait plutôt de la littérature grise, c'est-à-dire plutôt des praticiens qui expliquaient comment ils calculaient, par exemple, le taux d'engagement, etc. Fait que moi, je me suis vraiment intéressée au côté psychologique du marketing d'influence pour essayer de comprendre la psyché des abonnés, pourquoi ils suivent tant les influenceurs, tu sais. Mais comment ça se mesure concrètement? Bien, en fait, mon échelle de mesure, je l'ai développée parce que normalement, dans la pratique, là, dans le business, Ouais. on va calculer le taux d'engagement, par exemple, sur TikTok, le nombre le nombre de mentions d'engagement, ça, c'est comme les likes, les j'aime, les partages, les commentaires. Divisé par le nombre d'abonnés, divisé par le nombre de vues, fois 100. Ouais. Fait que là, ça te donne un chiffre X. Sauf que avant d'en arriver à un comportement, tu sais, moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi ils vont commenter, pourquoi ils vont liker. Donc, mon échelle est développée en 3 dimensions. Disons, la première, c'est la dimension cognitive. OK. Comme, comment tu réfléchis, qu'est-ce que l'influenceur que tu suis t'apporte au niveau de tes pensées, etc. Puis, j'avais juste pris une petite note. Ah oui, vas-y. OK. Fait que, tu sais, comme, justement, au niveau cognitif, il y avait une des questions que je posais, parce que c'est un sondage en ligne que les abonnés ont répondu. Une partie de moi est définie par mes interactions avec mon influenceur. OK. Fait que, tu sais, c'est comme tout le concept de soi, tu sais, comme l'image qu'on projette, par exemple, en regardant l'influenceur. Puis, est-ce que c'est un peu la même chose qu'on vit avec les vedettes? Bien, c'est exactement ça. OK. Je voulais justement en parler à la suite de ça, mais c'est oui. Juste pour compléter l'échelle, dans le fond, après, il y a la dimension affective. Oui. Puis ça, c'est, disons, je ne me sens pas bien je suis inquiète lorsque mon influenceur ne publie pas pendant quelques jours. Ou, Il y en a de ça, en plus. il y en a beaucoup, vraiment Il y en a de beaucoup. ça. Là. Les Puis, gens tu sais, suivent. ben oui, les Absolument. gens suivent. Tu sais ce qu'elle prend dans son café le matin, là. Tu sais à quelle Ah heure ouais. elle va reconduire sa fille à la garderie, genre, tu sais. Ah ouais. Tu sais comment elle s'est habillée aujourd'hui. Tu sais, ça va loin. Puis, ça, c'est la dimension affective. Après, c'est la dimension comportementale, que tu as consommation, genre juste lire. Contribution,
que tu vas commenter, et création, qui est comme le niveau le plus élevé, qui va être plutôt, créer une story puis taguer l'influenceur. Okay. Tu vois? Alors, il faut voir ça comme un continuum. Et là, je dis les influenceurs, je m'excuse, je sais que je devrais plutôt dire les créateurs de contenu, mais bon, c'est pas toujours évident. C'est un débat sans fin, ouais, là, même au sein de l'association. Fait que... C'est parce que j'ai tellement écrit dans ma thèse influenceur que là, ça sort naturellement comme ça. Mais pour tous les créateurs de contenu qui écoutent, je m'excuse je veux pas vous offenser. Mais non. Et ils sont encore en train de un peu adopter la définition de... Puis ça, c'est des conversations qu'on a souvent, puis on en a parlé genre dans l'épisode juste avant. Okay. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont une spécialité, ils sont humoristes, ils font des chandails, ils font... Tu sais, peu importe c'est quoi qu'ils font sur Internet, ne se considèrent pas influenceurs ou créateurs de contenu. Pourtant, ils ont 200 000 abonnés, puis ils font des vidéos tous les jours. Fait que, c'est ça, exactement. Je suis contente de t'apprendre que tu es un créateur de contenu. Oui, c'est ça. On dirait qu'il y en a qui vont pas assumer leur statut ou, tu sais, qui vont comme pas nécessairement se percevoir comme, justement, c'est ça qui est intéressant et troublant à la fois, c'est qu'ils n'ont pas idée à quel point ils ont un impact, un grand impact dans la vie de leurs followers. Puis comment ça se vit, là, justement, ce phénomène-là de vedette? Bon. Alors, on peut expliquer ça par la théorie des relations parasociales. OK? Ça, c'est une théorie qui date des années 50, fin des années 50. Puis c'était justement envers les vedettes, les célébrités. Fait que c'était les spectateurs qui voyaient de façon répétée, par exemple, un animateur à la télé, puis il le trouvait beau, puis il le trouvait, tu sais, qui rayonnait, puis qu'il y avait une belle prestance, puis il le regardait toujours. Donc, il avait l'impression qu'il développait une relation à sens unique. Mais dans le sens, ils sont tellement dans leur quotidien, je vais à tes spectacles, je regarde tous tes films, je sais t'es qui. Qu'il y a tellement une proximité unidirectionnelle. Là, ben oui, mais c'est la même chose les influenceurs. Ben c'est ça. Ou les créateurs. Il y en a, tu sais, par exemple, quand l'émission Friends a terminé, il y a plein de personnes qui ont eu des deuils. Ah ouais, je te crois. Parce qu'ils étaient attachés au personnage Rachel, ou tu sais, ça a été vraiment... Donc, ça a parti comme ça envers des figures médiatiques. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui est l'avantage des influenceurs? C'est qu'ils parlent dans la caméra, puis ils te parlent à toi. Mm-hmm. Tu as l'impression, en tout cas, qu'ils te parlent à toi. Donc, tu développes une relation virtuelle qui, soit dit en passant, dans plusieurs situations, a vraiment un impact positif dans la vie réelle des abonnés, ne serait-ce que de la compagnie. On s'entend que ça peut paraître absurde, mais disons que dans la pandémie, moi, j'ai plus vu les enfants des influenceurs que je suis que mes propres neveux et nièces, là, tu sais. Genre, je les ai vus comme grandir pendant la pandémie, c'est fou. Parce qu'ils étaient sur le web. Exactement. Puis là, on arrêtait de voir le monde en présentiel. Puis tout ça. Oh, oui, mais même Annie, tantôt, dans son entrevue, elle nous disait que elle, même, tu sais, son channel, c'est l'itinérance. Elle en a fait un deuxième sur la bouffe. Parce qu'elle faisait ses petites recettes à 1h du matin. Ses petits snacky. Ses petits snacky. Puis elle recevait des messages de « tu m'as rappelé de manger ». Puis, tu sais, c'est des petits gestes comme ça que des fois, en tant que créateur, quand ils postent en ligne, ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a, mais que ça a vraiment émerveillé la journée de quelqu'un. Là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, mettons une personne, une créatrice de contenu, un créateur de contenu qui va parler de l'anxiété, ça ou de genre son acné, ou comme la MD colorée, tu sais, qui vulgarise toutes les ITSS. Puis, tu sais, c'est des personnes qui font du bien, là. C'est pas... en tout cas, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses... Mais ça, c'est comme dans n'importe quel domaine, là.
Ben oui, il y a des bons puis il y a des moins bons. T'sais. Exact. Puis là, on est dans un contexte où, tu sais, la barrière à l'entrée est pas là. Fait que rien n'empêche personne de prendre sa caméra, de commencer à faire du contenu et aussi dire n'importe quoi. Je veux dire, ça fait partie de la game, puis c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. C'est plus difficile. Oui. Plus difficile. Il y a une partie de la responsabilité qui est des plateformes, il y a une partie de la responsabilité qui est l'utilisateur qui doit apprendre à trier le contenu qu'il voit, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme les faux concours Facebook, toutes les personnes de 60 ans se faisaient pogner puis ils se faisaient frauder. Il y a presque personne de 20 ans qui se pogne là-dedans parce qu'ils savent. Il y a presque plus personne de 20 ans sur Facebook de toute façon. Ou il y en a un puis ils vont pas, mais pour avoir Messenger, genre. Exact. Moi, j'ai vu des pubs de Facebook sur TikTok, puis j'ai fait genre là, ça va mal chez Meta. Sur TikTok. Ouais, sur TikTok. D'ailleurs, au niveau genre des entreprises, pourquoi une entreprise devrait faire du marketing d'influence plutôt qu'une autre stratégie? C'est quoi l'avantage de faire affaire avec des influenceurs? Ben, en fait, il faut comme un influenceur, c'est littéralement un canal de communication. Absolument, oui. Comme la télévision, comme la radio. Mais là, c'est un canal de communication qui est basé sur une relation humaine. Puis, je ne sais pas si tu connais le Best Friend Effect. Dans le fond, je te l'explique. Non, ben vas-y, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne connaissent pas ça. OK. Bon, ben, tu sais, dans le fond, ça repose sur un bouche-à-oreille positif envers des personnes qu'on a confiance. OK? Ouais. Fait que je te mets en contexte. Tu vois une pub à télé, peu importe, sur Internet, puis ça te dit le meilleur tartare en ville. Tu vas dire comme, OK, mais tu sais, comme, tu vas plus ou moins y croire. Après, mettons, tu vas sur TripAdvisor, puis tu vois des bons reviews, tu vas dire, ah, peut-être c'est vrai. Il y a 350 personnes qui sont d'accord avec ça. C'est ça, tu sais. Puis, après, admettons, tu regardes une story d'un influenceur que tu suis, puis il fait un review, puis il dit « Oh my God, le meilleur tartare en ville, pour vrai! » Là, tu vas avoir beaucoup plus confiance, parce que c'est pas la marque qui dit elle-même qu'elle est la meilleure, tu sais. Donc, ça passe par... Puis ça, c'est à cause qu'on a des relations parasociales, qu'on les voit tous les jours évoluer, on apprend à les connaître, on connaît leur goût, puis après, on peut dire « Ah, ben on a quand même des goûts similaires, tu sais. » L'exemple, Sandy, là, qui est reconnue pour son saumon fumé. Oui. Elle, ça ferait complètement du sens là, qu'elle aille manger un tartare de saumon. Puis là, si c'est elle, spécifiquement, qui le dit... C'est ça. Tout le monde va la truster parce que c'est la queen du saumon, là, déjà. Oui, c'est la queen, c'est ça. Exact, je comprends. Mais, puis il faut savoir aussi que dans la littérature, le Best Friend Effect, ça a vraiment un impact sur le happiness, le bonheur. Le bonheur, et ça réduit le stress de juste se faire, genre, marteler par des publicités, tu sais, on n'est plus là. OK. Fait que ça a même un effet apaisant par rapport à d'autres stratégies marketing. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, pour les entreprises, c'est le fun parce que la cible est déjà engagée parce qu'elle est déjà intéressée par le contenu de l'influenceur. Aussi, c'est des contenus qui sont réutilisables parce que à la partie à l'entreprise, tu sais. Fait qu'à mettons, l'entreprise, 6 mois plus tard, elle ne sait pas trop quoi poster comme contenu, backup, elle réutilise ce contenu-là. Ça permet de contourner les ad blockers si tu passes par un influenceur, tu sais. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages, relations humaines, puis aussi, tu sais, c'est moins cher que la publicité traditionnelle, là, comme les gros médias comme la télé puis les billboards. Bien évidemment, parce que les productions sont bien moins compliquées. Voilà. C'est ça. Je veux dire, faire tourner une capsule à un influenceur, c'est ce que ça coûtait le lunch de brainstorming chez TVA à 40 personnes. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On met les choses en perspective. Justement, au niveau des créateurs de contenu, selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un influenceur ou un créateur a du succès? Bien, ça va pas être très compliqué, je te dirais, d'être humble. Mm-hmm. Puis la caractéristique numéro 1, c'est l'authenticité. Ouais. L'authenticité, la transparence, la bienveillance envers ses abonnés, l'honnêteté, évidemment. De ne pas promouvoir quelque chose dans lequel il ne croit pas. Ben, c'est ça, choisir ses partenaires. Oui, 100%. Puis pas faire over de contenu sponsorisé, tu sais. À un moment donné, ça devient... justement, ça enlève l'authenticité.
Ça peut pas être ça, la baseline de ton contenu. Non, faut que tu fasses d'autres choses. Non, c'est ça. Mais aussi d'avoir une fréquence de publication qui est régulière, parce que sinon, les abonnés, probablement, tu ne seras pas dans l'algorithme, là, mais aussi les abonnés, genre, des fois, sont insécures, là, parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de leurs influenceurs, là. Donc, je dirais ça, puis... Même, je rajouterais, tu sais, pour les compagnies qui font du marketing d'influence, essayez pas d'imposer des concepts aux créateurs avec qui vous collaborez. Ça ne fonctionne pas. Vous devez plutôt... ce sont des créateurs. Utilisez-les dans leur création. Exactement. Laissez-les plugger vos produits dans un environnement naturel qui fait du sens avec le restant de leur contenu. Ben oui. Puis tu vois, moi, j'avais monté une formation pour les entreprises pour comment démarrer le marketing d'influence. Puis je leur disais, le numéro 1, ce qui est le plus crucial, c'est de trouver le bon influenceur parce que tu veux qu'il représente ta marque. Donc, il faut que tu t'assures qu'il y a le ton, ses abonnés, le ton qu'il prend, etc. Une fois que tu l'as trouvé, brief-le, mais regarde la relation à long terme, tu sais. Donc, laisse-lui la liberté d'explorer. Normalement, il connaît bien sa base d'abonnés, tu sais. 100%. Donc un créateur de contenu qui réussit bien, pour moi, en priorité, c'est l'authenticité, la créativité, puis, tu sais, la transparence. Puis on le voit dans nos events, les gens, les créateurs, ils arrivent exactement comme sur Internet, puis c'est parfait de même. Genre, on n'est pas dans des tapis rouges où tout le monde a la même robe. T'sais. Oui, exactement. On n'est vraiment pas là. Puis c'est parfait. C'est la beauté de la différence, honnêtement. Par rapport à l'influence en général, c'est souvent quelque chose qui est polarisant comme domaine, si on peut dire. Ouais. C'est quoi les dangers ou les opportunités? Comment on navigue là-dedans? OK. C'est comme dans n'importe quoi, surtout quand c'est émergent. On n'a pas encore tout à fait... on n'a pas encore l'encadrement au niveau législatif. Ouais. C'est sûr que c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, comme on le voit dans d'autres pays. Mais au niveau... J'aurais tendance à dire comme les dangers, par exemple, pour les marques, c'est que ça repose sur un humain. Donc, il peut y avoir des scandales. C'est beaucoup moins contrôlable qu'un billboard sur l'autoroute, mais c'est plus ajustable. C'est-à-dire que si tu fais une faute d'orthographe sur ton billboard, just too bad. Tandis que si c'est un influenceur, il peut rectifier le tir et dire « Hey, dans la dernière story, je m'excuse, j'ai pas dû donner la bonne information. » Fait que, tu sais, c'est un couteau à double tranchant parce que ça repose tout sur l'honnêteté du créateur de contenu. Tu sais, admettons, un créateur de contenu qui va promouvoir Pepsi, mais qui boit du Coke en coulisses, tu sais, c'est pas bon pour l'image de marque, on s'entend. Oui, il y a ça, puis, tu sais, il faut... Je dirais, en réalité, au bout du compte, peu importe à qui tu t'associes publiquement dans la vie, que ce soit un ambassadeur pour ton entreprise... Une célébrité, un joueur Oui, exactement. On n'est jamais à l'abri de ça, là, en réalité. Là. Mais... C'est juste que là, c'est encore plus vrai, on va dire. C'est ça. Puis, ça fait jaser les gens, là, parce que derrière leur ordinateur, ils attendent juste ça. Une petite affaire, là, qui va déranger puis que ça va devenir comme viral, là. Donc, je dirais, pour les créateurs de contenu, les dangers, c'est la spirale du hate speech, là. Oui. Puis, tu sais, la crainte aussi de faire une bévue. Puis des fois, c'est niaiseux, là, tu sais, ça va être comme... En tout cas, il y avait eu un podcast à un moment donné, puis la fille, elle parlait d'eau froide, de boire de l'eau froide le matin, puis tu sais, pour vrai, les gens en reviennent pas, là, tu sais... Mais on a fait une blague avec ça au gala aussi. Ah oui! C'est juste... C'est la réaction qu'elle avait ouais, par rapport à ça. Je sais. On l'a invitée, puis tout, là, je pense qu'elle était à l'aise, puis tout ça, c'est pas ça le point, mais... Tout le monde a trouvé ça drôle. C'est sûr que tout le monde a trouvé ça drôle. Mais tu sais, par exemple, ça peut faire peur à un créateur de contenu, tu sais, avec moins d'expérience, par exemple, de se mettre les pieds dans les plats puis d'être au cœur d'un scandale. Là, tu sais, je te parle pas de l'affaire de Sunwing. Là. Je pense que là, il était conscient qu'il s'en allait dans un bateau. Dans un avion? Dans un avion quand on était confinés. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais... Le danger aussi pour ces créateurs de contenu, c'est la surexposition, tu sais, la surconsommation. Ils reçoivent vraiment beaucoup de PR, là.
Ah, ça n'a pas de sens. C'est impressionnant. Il y en a, ça n'a pas de sens. T'sais, ils doivent recevoir 5-6 colis par jour. Ben, c'est clair. Puis, admettons, on se dit la dépendance aussi à toujours avoir besoin de se voir. Tu sais, parce que littéralement, quand tu y penses, là, quand tu fais une publication, quand tu te parles à toi-même, là. Ben 100%, moi, je suis la première à refresh mes stories genre 150 fois pour voir mes vues, puis qui l'a regardé. Puis genre, c'est pas super sain tout le temps. Non, là. c'est ça. Alors, la possibilité de créer une dépendance à avoir besoin de se regarder, de validation, là, évidemment. Puis aussi, je dirais, une certaine dépendance à un... Puis ça va être un danger pour les abonnés, mais ça l'est aussi pour les influenceurs, de toujours vouloir avoir une esthétique... parfaite. En fait, c'est parce que dans ma tête, je fais référence à toutes les procédures, toutes les injections de Botox, d'agents de comblement, que les créatrices de contenu... OK, je vous amène avec moi aujourd'hui, je vais faire ma retouche de mes lèvres, tu sais. Comme si ça devient normal. Mais en faisant des entrevues avec ces créatrices de contenu-là, disent, tu sais, c'est difficile de s'en passer parce qu'on est habitué de se voir comme ça. Il y a comme une pression qui s'installe. Puis du côté des abonnés qui voient ça, écoute, 72 % des chirurgiens plastiques ont dit qu'il y a une augmentation de la demande de chirurgie esthétique à la suite de l'auto-perception de soi via les médias sociaux. OK? C'est sûr. Et, bien, les dangers, c'est les dommages psychologiques de la vie parfaite de ces influenceurs-là, tu sais? Ben, du physique parfait, de s'habiller parfaitement, alors qu'ils se font envoyer du linge. Ben, c'est ça. Puis attends, pas rien que ça. Quand tu fais ta recette de Eat with me in a day, il faut que ta cuisine soit propre, il faut que ta cuisine soit belle. C'est de la pression. Ça peut pas être une cuisine pas rénovée, tu sais. Ben, c'est ça. Puis après, toi, là, simple petite madame dans ta cuisine, là, t'es comme moi, hein? C'est pas si beau que ça chez nous, finalement. Mais c'est ça. Puis, tu sais, ce que je voulais dire, c'est il y a toute la dysmorphie corporelle qui vient avec les filtres. Oui. OK, puis Laurence, tu vas... En tout cas, moi, quand j'ai lu ça m'a choquée. Les gens arrivent dans le bureau du chirurgien esthétique avec une photo d'eux filtrée, avec un filtre. Avec un filtre, oui. Avec un filtre, demandant à ressembler à cette version-là d'eux, là. Genre que c'est un AI, là, tu sais. Bien, c'est ça. Donc, là, ça ferait partie des dangers, tu sais, que je te dirais qui... Je comprends. C'est tous des excellents points. Ça joue beaucoup sur l'estime de soi, là, de voir toujours des personnes bien mises. Ah, absolument. D'ailleurs, puis, tu sais, on pourrait éventuellement rapper là-dessus un peu. Ouais. Finalement, là, à la suite de notre discussion, est-ce que au niveau du partage de l'actualité, de l'éducation, de la sensibilisation ou de la culture, considérant qu'il y en a qui passent de la bonne information et d'autres qui disent n'importe quoi, est-ce que les influenceurs ou créateurs de contenu, est-ce que c'est positif ou négatif pour la société? Ben moi, j'ai envie de te dire que c'est positif. Comme tu as dit, c'est comme n'importe quoi. Il y en a qui vont faire de la désinformation. Puis on a aussi une responsabilité en tant qu'abonné, tu sais, de ne pas suivre un influenceur parce qu'il y a plein de monde qui le suit. Il faut se demander, est-ce qu'il matche nos valeurs? Est-ce qu'il nous apporte quelque chose, tu sais? Mais tu sais, ceux qui disent n'importe quoi, ils se font souvent répondre en vidéo par d'autres gens qui sont comme « cette personne dit n'importe quoi ». Ben oui, puis ça, on le voit de plus en plus. Ouais. C'est l'abonné policier qu'on appelle. Qui tag Ouais. le scientifique qui sait qu'il va être capable de répondre au sujet Ouais. en disant « Hey, nous, on veut savoir ton opinion Oui, là-dessus. » parce que les gens sont plus conscients, là. Ils veulent avoir plus des faits depuis la pandémie. Ouais. Ça me fait penser à comment les influenceurs peuvent être positifs. Bien, justement, durant la COVID, non seulement moi, j'ai fait une étude pour voir le bien-être que les influenceurs ont pu donner à leurs abonnés, parce que, tu sais, comme on passait plus de temps sur les médias sociaux parce qu'il y en a qui travaillaient juste pas. Donc, les influenceurs ont dû se réinventer dans un certain sens. C'est, mettons, ceux qui faisaient des voyages, ceux qui font des reviews de bouffe.
Mais ils se sont achetés un air fryer puis ils ont fait des recettes à la place parce que les ventes de air fryer ont explosé pendant la COVID. Exactement. Mais, tu sais, j'ai perdu mon fil. Ce que je voulais dire, c'est ils ont été vraiment essentiels, tu sais, pour plusieurs personnes, comme un phare. Puis, il y a le gouvernement du Québec qui avait engagé une brigade d'influenceurs pour des jeunes influenceurs. Là. Entre autres, il y avait Alice Morel-Michaud là, que j'ai eu en entrevue justement par rapport à son implication. Puis, le message que Legault voulait que les influenceurs passent, c'est « Hey, guys! » On est tous dans le même bateau. Mettez votre masque, tu sais. Genre, c'est poche, là. Puis c'est comme insécurisant, mais, tu sais, on est tous ensemble là-dedans. Fait que dans ce sens-là, moi, je pense qu'on pourrait utiliser les influenceurs comme des porte-paroles, des porte-étendards pour le bien de la société, tu sais. Mais encore là, c'est toute une question de choisir les bons influenceurs pour le bon public cible. Pour le bon message. Pour le bon message, c'est ça. Puis en gardant en tête que c'est quand même une affaire de génération. Oui. On fera pas semblant. Quand, en ce moment, on a des discussions avec la culture sur, tu sais, les jeunes ne consomment pas de culture, alors que ça, ils associent ça au fait qu'ils regardent pas la télé. Ouais. Il y a quelque chose qui est mal compris, là. Bien, c'est parce qu'il faut évoluer. Il faut s'adapter en même temps. Tu sais, non, je pense pas qu'ils regardent Radio-Canada comme on regardait nos émissions avec nos parents quand on était plus jeunes. Là. Ouais. Ils sont sur d'autres plateformes, mais il faut juste, en tout cas, en tant que spécialiste en marketing, pour moi, c'est normal que j'étudie mon public cible, puis je ne vais pas parler de la même façon au baby boomer qu'à la Gen Z. Là, ils n'ont pas les mêmes intérêts, puis je ne vais pas les rejoindre sur les mêmes plateformes. Ça, c'est juste logique. Mais mettons, monsieur, madame, tout le monde sont bien pris dans leur génération. Oui, c'est vrai. Ils ont de la misère à avoir une ouverture. Puis ils trouvent ça donc effrayant, les écrans. Puis moi, je suis plus du genre à ne pas condamner carrément les écrans. Là, ça serait irréel de toute façon. Mais tu sais, comme voir le positif, tu sais, il y en a beaucoup de positifs, là. Tu sais, moi, j'enseigne à l'Université Laval, puis pendant la pandémie, mais encore maintenant, j'enseigne à distance, en Zoom, où je fais des capsules. Mais moi, j'ai des étudiants là, qui sont dans d'autres pays. Puis s'ils ne pouvaient pas avoir des cours à distance, ils ne pourraient pas suivre ce cours-là, tu sais? Fait que ça a vraiment des... Bon, je ne suis pas une influenceuse, là, mais en voulant dire que les écrans, là, tu sais, c'est pas juste... c'est pas un démon, là. Non, exact. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les opportunités dans le milieu, qui ne comprennent pas comment les jeunes consomment ça. Fait que ça donne lieu à de la réglementation ou des mesures qui sont des fois pas adaptées à la réalité. Puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire là, avec la créa, là, d'informer le monde. Genre, peut dire, écoute... Il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis, faut pas... tu sais, moi, je suis dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. Pour nous, il y a plein de choses qui sont comme logiques, mais tu sais, quand on sort un peu de l'industrie, puis on parle avec des personnes qui sont juste comme pas du tout là-dedans, on n'a pas idée à quel point ils ont une fausse perception là, de tout, puis souvent négative. Ouais. Mais c'est une question d'éduquer. Puis comme c'est nouveau encore, bien, tout est à faire, là. Absolument. La notoriété de ce métier est à bâtir. Mais en tout cas, je vais nous le donner. On va se faire une petite tape dans le dos. Ouais. Ce que toi, tu fais, ça contribue à ça. Ce que nous, on fait, ça contribue à ça. Ce que les créateurs font, ça contribue à ça. Fait qu'on est sur la bonne voie pour développer ça. Je suis d'accord. Dans un futur positif. Ben moi, c'est juste ça que je souhaite. Exact. Fait que, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Avant qu'on se quitte, je t'invite à choisir un petit produit Karine Jonca. Merci encore à Karine Jonca pour nous supporter à travers le gala, le podcast. Ils sont là depuis 2 ans avec nous déjà, puis c'est grâce à eux, en fait, qu'on arrive à livrer nos projets. Ben, d'autres sponsors aussi, mais vous comprenez. Fait que, voilà. Merci, Karine. Oui, exact. Tu peux choisir ce qui te plaît. Ben là, comme je te disais tantôt, la petite boîte carrée, c'est une 4 en 1. Moi, j'aime bien. Mettez-vous ça d'en face. Après 25 ans, ça évite les rides plus tard. Ouais, je pense que je suis rendue là. Je vais prendre ça. On a toutes 25 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Avec des filtres. Exactement, avec des filtres.
Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, dans cet épisode, on vous parle, en fait, de marketing d'influence d'une façon un petit peu plus scientifique, d'une façon un petit peu plus académique, mais il y a beaucoup de golden nuggets à aller chercher là. Désolée pour l'anglicisme. Et puis, je vous invite à écouter ça. Merci!